Alors, cette capsule parle du mouvement cool qui a commencé environ dans la fin des années 40 pour se poursuivre jusqu'à la fin des années 50. C'est un mouvement qui est en réaction au bebop. On recherche une expression un peu plus introspective. On recherche davantage de nuances, de subtilité dans le son. Lester Young et Benny Goodman ont été en quelque sorte des précurseurs bien avant l'arrivée officielle du cool. Ils avaient un peu exploré ces zones. Dans le cool, les arrangements sont beaucoup plus élaborés. Il y a aussi parfois des instruments qui ne sont pas propres au jazz, mais davantage propres à des orchestres symphoniques. Donc il y a une recherche de sonorité qui est plus intimiste. Il y a une certaine influence de la musique de chambre, impressionniste, même post-romantique, mais surtout impressionniste. La plupart des musiciens du mouvement cool ont une formation. Avant ça, les musiciens avaient aussi des formations, mais probablement un petit peu moins soutenues. Dans le mouvement cool, on revient aussi à des registres un petit peu moins extrêmes, donc davantage dans le milieu et non pas, dans les extrémités. Donc le son est peut-être un petit peu moins expressionniste, mais il y a une sensualité qui est plus rêveuse, plus douce, je dirais. Ça se traduit par une pulsation rythmique beaucoup plus fluide, beaucoup plus ambiguë aussi. Notamment, le piano, quand il l'accompagne, c'est une ponctuation qui est moins carrée, plus subtile. La batterie, à partir du mouvement cool, commence à être un petit peu mélodique, c'est-à-dire qu'on joue avec des tomes accordés et on va chercher des sonorités plus douces. Quand je parle des tomes accordés, il y a une façon, avec certains tambours, d'ajuster les pots de façon à ce que ça fasse quelques notes. Généralement, chaque tome ne fait qu'une seule note, mais parfois les batteurs avaient trois ou même généralement deux ou trois tomes. Ils pouvaient jouer sur ça pour créer un semblant de mélodie. Dans le cool, on revient aussi à des contrepoints mélodiques un petit peu plus élaborés. Il y avait déjà eu beaucoup de contrepoints mélodiques dans la période New Orleans, qu'on a déjà vu ensemble. Dans le cool jazz, ces contrepoints sont parfois écrits, moitié improvisés. Ce qui donne une musique quand même assez riche, généralement. Le big band, en fait ce n'est pas un big band, mais c'est un ensemble avec 9 ou 10 musiciens, dépendamment. Là je parle ici de l'ensemble de Gil Evans. Il y a une importance du jeu d'ensemble. Ce qui est assez nouveau dans le cool jazz aussi, c'est qu'on va éviter les tensions harmoniques habituelles avec les accords de dominante. Je vous le fais même si vous ne connaissez pas beaucoup l'harmonie. Mais par exemple, alors ça c'est une cadence typique avec le premier accord qui est un accord tendu, qui est résolu vers un accord plus calme. Alors on va éviter ce genre d'accord-là. On va plutôt aller vers des accords ambigus, ce qui va bien aussi avec la fluidité du rythme. Donc ça va avoir des accords. Etc. Alors parfois ça va être des accords qui vont permettre l'élaboration d'un discours modal. On va revenir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. La conception est aussi plus horizontale, donc plus linéaire. On met l'emphase davantage sur les mélodies, sur aussi l'exploration des modes. Donc, un mode étant un choix de notes, on va chercher des couleurs modales. On ne joue pas seulement en majeur ou en mineur. La gamme de Do majeur, tout le monde l'a déjà entendu, là. Ou la gamme de mineur. C'est deux gammes qui sont extrêmement utilisées en musique classique. Alors en jazz, on commence à se détacher de ces modes-là. Déjà, on avait fait beaucoup de musique modale bien avant, avec le blues, avec le mode blues, qu'on a déjà expliqué dans une autre capsule. Donc un mélange des traditions africaines adaptées aux instruments occidentaux. À partir du cool, en plus d'utiliser le mode blues et d'autres modes qu'on avait commencé à utiliser,
notamment des modes différents du mode harmonique mineur. Donc, il y a différents modes qu'on peut bâtir, ou encore, ou encore. C'est subtil comme différence, c'est surtout vers la fin, ou. Alors, on va chercher des couleurs avec ça. Donc, en jazz, on commence à s'ouvrir à différentes possibilités. Et éventuellement, il va y avoir l'ajout de plusieurs modes, dont des modes qu'on n'utilise pas en Occident. On va aussi travailler sur ce qu'on appelle les degrés faibles. Je le disais tantôt, c'est des accords plus ambigus. Si on est en Do majeur, au lieu de travailler sur un accord de Do puis de Sol, on va aller chercher des accords intermédiaires. Si j'ajoute des septièmes, même si ça ne vous dit rien ce que je vous raconte, essayez juste d'écouter. Vous allez voir, c'est comme plus doux, on dirait. Pas nécessairement plus doux, mais plus ambigu. C'est moins franc que de faire... Alors, on va chercher ces accords-là sur ce qu'on appelle les degrés faibles. On va aussi aller chercher des textures harmoniques différentes. Au lieu de bâtir ça sur des tierces, on va bâtir ça sur des quartes. Ce qui donne vraiment des couleurs très différentes. Admettons qu'on joue... C'est aussi inspiré par les avancées en musique impressionniste, des gens comme Debussy qui ont intégré justement des accords en quartes. On ne bâtit pas sur des tierces, mais vraiment sur des quartes. Voyez-vous, c'est comme plus étendu. Je ne sais pas si vous l'entendez. Plutôt que... Alors, ça crée des sensations d'espace. On va aussi utiliser d'autres types d'accords encore plus étendus sur des quintes, par exemple. Donc, ça aussi, on l'entendait dans des musiques impressionnistes. Ravel, Debussy ont utilisé ce genre d'écart très large. Ça respire. Mais on va aussi utiliser des secondes, finalement des accords un petit peu plus, un peu moins usuels. Un des musiciens les plus importants du cool jazz, c'est bien sûr Miles Davis. On parle d'un des plus grands musiciens de l'histoire du jazz, ne serait-ce que par sa présence dans différents mouvements. On pourrait parler de Miles Davis, notamment parce qu'il a participé à la fin du bebop, puis il a été un instigateur du cool jazz. Par la suite, on va en reparler quand on va parler de musique fusion. Miles Davis est né en 1926, décédé en 1991. Il a passé son enfance à Saint-Louis. Il a joué avec les grands musiciens à la fois du bop, du cool et aussi de l'après-bop, notamment parmi les gens du bop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Et ensuite, il a joué avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Thelonious Monk, John Coltrane, Gil Evans, et aussi avec des musiciens de jazz rock comme John McLaughlin, et plus tard des musiciens de funk et même de pop, avec Prince notamment. La liste est longue, on pourrait en nommer pendant quasiment toute une journée. Même des gens qui ne sont pas nécessairement des grands amateurs de jazz le connaissent parce qu'il a fait aussi un peu de musique funk vers la fin de sa carrière, donc des musiques plus populaires. Donc son jeu est généralement plutôt économe. Peut-être un peu moins au début de sa carrière, mais plus il avance, plus il va vers une certaine épuration. Il va, dans son jeu, développer l'art du sous-entendu. Donc, il va raconter par ses sons des histoires qui sont de plus en plus évoquées.
ou du moins des improvisations qui laissent entendre plus de notes qu'on en entend réellement. C'est un des maîtres aussi du jeu avec la sourdine. Il a développé un son qui lui est vraiment propre, vraiment particulier. On le reconnaît tout de suite. Il a un jeu généralement fluide, très décontracté. Et ça, c'est une grande qualité pour les trompettistes parce que ce n'est pas un instrument nécessairement facile à jouer, surtout dans les pianissimos. C'est un instrument qui demande un grand contrôle des lèvres et puis d'arriver à jouer de façon aussi décontractée que Miles le faisait, ça prend beaucoup d'années de pratique. Quel que soit le style qu'il a abordé, jamais il n'a joué de façon carrée. C'est toujours très organique. Il a aussi été un des premiers à avoir poussé aussi loin le soin apporté au timbre, au grain de son instrument. Il s'est aussi intéressé plus tard aux instruments électroniques en s'entourant de gens qui expérimentaient de ce côté-là. Il s'est aussi intéressé aux techniques d'enregistrement de studio utilisées dans la pop pour intégrer ça à son discours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tout ça, même dans ses quatuors ou ses quintettes et ses ensembles acoustiques, il a toujours travaillé les sonorités. C'était une priorité. Peut-être pas une priorité, mais c'était tout aussi important pour lui le son que d'autres éléments de la musique. Il a souvent utilisé la sourdine Harman, qui donne un son très velouté ou parfois plus agressif. Un autre grand talent de Miles Davis, c'est qu'il a su rassembler des musiciens en se renouvelant constamment, en allant chercher des gens qui l'éloignaient de sa zone de confort. Et puis, il allait chercher souvent des musiciens plus jeunes que lui, qui sont tous devenus, ou à peu près, des leaders, des vedettes, donc des gens qui ont développé leur propre musique avec leur propre groupe. Dans les suggestions d'écoute, écoutez, c'est vaste, hein? Il y a énormément de choses intéressantes. J'avoue que j'ai un petit faible pour la période de la fin des années 60 avec Wayne Shorter. Il y a des pièces comme Théo, magnifique, Nefertiti, Someday My Prince Will Come, et puis aussi Live at the Plugged Nickel, Sketches of Spain. Mais je pense que tout le monde a son album favori. Dans les pièces que j'ai choisies, il y a bien sûr So What, joué en 1959 avec John Coltrane, entre autres. Dès le début, il y a un dialogue avec la contrebasse qui joue un espèce de riff très connu. Et ensuite, vous allez entendre en alternance des accords. Si je simplifie, c'est... Mais parfois, il les fait en quarte. Il y a dans sa musique à cette époque-là une recherche davantage d'une atmosphère plutôt qu'une transe, plutôt qu'une explosion, plutôt qu'une exaltation. On va chercher plutôt un mood, là. On va chercher des couleurs, des éclairages particuliers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir deux génies du jazz dans la même pièce, Coltrane et Davis. Remarquez à quel point le solo, les deux solos sont contrastés. Miles va davantage dans l'épure, alors que Coltrane est beaucoup plus volubile. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces musiciens-là arrivent à être extrêmement inventifs, avec parfois des motifs très simples, une harmonie très simple dans ce cas-ci. Ce qui n'était pas propre au bebop. Le bebop, souvent, il y avait deux accords par mesure, ça roulait vite, donc il fallait avoir une connaissance harmonique très pointue, très aiguisée. Dans le cool, on va simplifier l'aspect harmonique. Donc, on va jouer moins d'accords et on va jouer plus linéairement. Et puis, pour chaque accord, on va explorer toutes les possibilités de l'accord, plus à fond. Vous remarquerez aussi l'accompagnement fluide de la batterie. Autant la contrebasse que la batterie prend de plus en plus sa place, prend un rôle aussi de coloriste. Non seulement de collaborateur de la section rythmique, mais aussi de musicien à part entière, avec des nuances, avec certains aspects aussi mélodiques, bien que ce soit des mélodies à deux ou trois notes, là, une batterie ne peut pas faire beaucoup plus, mais il reste qu'on évoque d'autres notes aussi quand il s'agit de grands batteurs.
L'autre pièce qui s'appelle Agitation, si vous préférez, c'est un live de 1967. C'est à écouter pour entendre une autre facette du jeu de Miles. Dans ce cas-ci, c'est plus incisif, plus nerveux. On a tendance à penser aux Miles plus rêveurs, plus aériens. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été aussi un personnage qui a pris sa place avec des idées parfois assez tranchées. Ça paraît aussi dans son jeu. Ça va vous donner aussi la chance d'écouter un magnifique solo de Wayne Shorter alors qu'il était encore sous l'influence de John Coltrane. On sait que plus tard, et d'ailleurs on va le voir dans une autre capsule, plus tard Wayne Shorter s'est non seulement affranchi de cette influence, mais a défriché ses propres terrains d'exploration. On peut même entendre dans la section rythmique, dans la contrebasse et la batterie, et là j'exagère, j'en suis conscient, mais vous allez entendre une préfiguration de musique plus libre. C'est peut-être pas aussi libre que le free jazz, loin de là, parce qu'il y a quand même une structure et tout, mais il reste qu'ils prennent de plus en plus de liberté. On pourrait dire la même chose de Herbie Hancock, dans le sens où son accompagnement, ce n'est vraiment pas l'accompagnement d'un pianiste de swing. Il va amener une certaine fluidité dans les accents rythmiques notamment. Et puis aussi, il va privilégier un jeu modal avec des accords qui ne sont pas nécessairement bâtis sur des tierces, mais plutôt sur des quartes. All Blues de Miles Davis. On a ici un blues ternaire en 6/8. Tac, tchac, 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 etc. Le mode utilisé, ça pourrait être sol blues, mais ça pourrait être aussi mi blues. Donc je vous les joue pour que vous puissiez les avoir à l'oreille. Alors que mi blues, c'est... Ça, c'est pour les improvisations. Donc, c'est un blues vraiment, vraiment typique, bien que ce soit en 6/8 et non pas en 4/4. Alors, vraiment, on va chercher 2, 3, 4, 2, 3, 4. Alors, la seule variante, c'est qu'elle vers la fin, au lieu de faire... alors, ce qu'il fait, c'est... Donc, il y a un petit accord apoggiature, là, un demi-ton plus haut que le 5e degré. Alors, ce qu'il faut retenir dans l'animation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accords vraiment reposants en bleu. C'est soit en jaune ambigu ou encore en rouge les accords de tension, les 3 avant-derniers accords. On pourrait aussi concevoir une réharmonisation. Donc, alors ici, c'est beaucoup plus riche comme accord, mais ça enlève un peu à la simplicité de la pièce. Mais ça peut être joué, c'est une réharmonisation que j'ai écrite pour le plaisir. Ça peut être joué en introduction ou à la toute fin. Pour ce qui est de All Blues, dans la version de Miles Davis, il y a un solo modal en alternance Ré dorien et Ré blues. Donc Ré dorien, c'est comme un Do majeur, mais qui commence sur le Ré. Et puis parfois c'est Ré blues. Ou tout simplement Ré pentatonique mineur. Il y a des sauts mélodiques de quartes. Ça invite à faire des accords en quartes d'une certaine façon. Voyez-vous, il y a un accord de 4 tons. 1, 2, 3, 4 aussi. Et puis, dans la mélodie, il va y avoir justement ce type d'écart que vous pourrez remarquer.
Il y a aussi dans la mélodie des notes de passage. Qu'est-ce que c'est une note de passage? C'est par exemple vers la fin de la mélodie, on entend un sol. Donc c'est le sol dièse ici. Un demi-ton qui va vers le la. Et puis il y a une mini-modulation dans la pièce qui passe inaperçue. C'est pas vraiment une modulation, mais comme souvent dans le jazz, on va faire un accord. Donc, ça ici, ça invite à un autre mode ou une mélodie qui est un tout petit peu décalée. Par exemple, si je ferais une mélodie très simple. Ça serait ça une modulation. En fait, c'est pas une réelle modulation, là, parce que ça s'installe pas assez longtemps pour que ça en soit une. Mais pour les besoins de la cause, appelons ça une mini-modulation que vous allez pouvoir entendre. Il y a des longues improvisations harmoniquement statiques, comme dans les musiques du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ne se déplace pas beaucoup dans les accords. Il n'y a pas beaucoup de changements d'accords. Donc, on va pouvoir se permettre là, de... Et c'est avec les rythmes qu'on va créer les tensions, qu'on va créer l'intérêt. On fait à peu près la même chose dans les musiques du monde. Peu d'accords, mais beaucoup de variétés dans les modes utilisés. Il va y avoir aussi, Miles Davis l'a fait, avec Gil Evans notamment, il va introduire des modes extra-européens ou même des anciens modes ecclésiastiques comme le dorien, le phrygien. On l'a vu tantôt, le dorien, je vous l'ai joué. C'est une influence de Debussy, de Ravel, des impressionnistes en général. Il va même mettre des modes par ton dans certaines pièces. Donc, autant Miles Davis que Gil Evans vont être connectés avec la musique qui n'était pas tout à fait contemporaine. On parle de musique qui avait été créée peut-être 30, 40, 50 ans avant eux, mais ils vont l'intégrer au jazz. Donc, c'est une invention modale. Donc, modale, c'est des modes, des choix de notes sur une harmonie épurée. C'est assez typique du cool.